Et alors la dernière chose, comme je vous ai expliqué, c'est le chaînon manquant un petit peu entre capture au sol et capture par avion. Parce qu'on avait besoin de quelque chose qui... Olivier, notre agriculteur, ne veut plus épandre les fertilisants azotés de manière homogène sur ses parcelles de culture. Il sait que l'utilisation excessive de ce produit dégrade significativement l'environnement et n'augmente ni le rendement ni la qualité de ses cultures, bien au contraire. Il souhaite donc raisonner la quantité utilisée, ni trop ni trop peu, et là uniquement où c'est nécessaire. Cette démarche, en plus d'être respectueuse pour l'environnement et la santé des hommes, lui permettra de faire des économies. Lorsqu'un agriculteur décide de raisonner de cette façon, la télédétection lui est d'un grand secours. Mais qu'est-ce que la télédétection ? La télédétection est une technique qui vise l'acquisition d'informations sur la surface terrestre sans qu'il y ait de contact avec cette dernière. Pour y arriver, un instrument de mesure appelé capteur est installé sur une plateforme. Ce capteur va enregistrer l'énergie réfléchie ou émise par la surface terrestre visée. Cette énergie sera réceptionnée, traitée et transformée en une image. Une interprétation visuelle et ou numérique de cette image est ensuite nécessaire pour extraire l'information que l'on désire obtenir et répondre aux objectifs de l'étude. Il existe plusieurs types de plateformes. Celles situées près de la surface de la Terre, ou à quelques mètres d'altitude comme une plateforme au sol et le drone. Il y a celles qui se situent dans l'atmosphère comme un avion ou un ballon, ou enfin celles situées à l'extérieur de l'atmosphère terrestre comme un satellite. Chacune de ces plateformes ont leurs propres caractéristiques. Elles capteront des données différentes sur une portion de la Terre. Au plus elles auront une altitude élevée, au plus la scène capturée sera grande, mais au moins il y aura de détails sur cette image. En agriculture, lorsque l'on veut de l'information détaillée au sein d'une parcelle cultivée, les images récoltées par drone sont une excellente base de travail. Il existe des dizaines de drones différents, mais ils peuvent être classifiés en deux grandes familles, les militaires et les civils. Les drones militaires ne nous intéressent pas aujourd'hui. Par contre, parmi les drones civils, on retrouvera ceux utilisés à des fins professionnelles et ceux plus récréatifs. Parmi les professionnels, il y en a qui volent, les aériens, d'autres qui flottent, appelés de surface, ceux terrestres, ceux sous-marins. Les drones professionnels ne volent pas pour le plaisir. Ils ont une mission qui est de collecter des données, et ce grâce aux capteurs embarqués, afin de répondre à une problématique. Intéressons-nous d'abord aux caractéristiques de la plateforme avant de parler des différents capteurs qui peuvent être embarqués. Alors justement, le géographe, lui, va utiliser majoritairement les drones de type aérien. Donc on retrouve deux types de drones à ce niveau-là. On a les drones multirotors et les drones à aile fixe. Alors ces drones ont plusieurs avantages. Déjà, un drone est beaucoup plus flexible au niveau de leur utilisation, étant donné qu'on peut décider du jour au lendemain d'aller les utiliser sur le terrain sans faire appel à une compagnie qui nous louera par exemple un avion ou même demander des images satellites qui vont prendre plusieurs jours à arriver. Donc c'est une plateforme beaucoup plus flexible. À côté de ça, on est aussi à une résolution spatiale beaucoup plus fine, étant donné qu'on travaille plus près du sol. On peut encore noter l'avantage de n'avoir aucune couverture nuageuse par rapport aux avions qui volent à haute altitude et aux satellites, à la possibilité de pouvoir collecter des images ou des vidéos d'endroits peu ou pas accessibles, lors par exemple de catastrophes naturelles ou pour le suivi de constructions d'envergure, et bien sûr de pouvoir répéter la prise de données à la guise de l'utilisateur. Le problème, c'est que les drones couvrent des zones beaucoup plus petites, donc leur application se limite à des étendues spatiales beaucoup plus restreintes. Ils ont une certaine autonomie qui est peut-être moins longue qu'avec des avions ou justement les satellites. Utiliser un drone aérien par rapport à un avion ou un satellite permet d'améliorer premièrement la résolution spatiale des images, c'est-à-dire la taille de la zone couverte par un seul pixel. Cette dernière peut descendre jusqu'à 2 cm en XY et à 5 cm en Z. On peut donc repérer de très petits objets sur les images. Et deuxièmement, la résolution temporelle, c'est-à-dire que le drone peut voler pratiquement quand on veut, excepté lorsque le vent est trop puissant ou lors de fortes pluies. L'utilisation des images est pratiquement immédiate et pour un coût très intéressant. Les données capturées sont donc précises, rapides et fiables. Si on doit choisir entre un drone multirotor ou celui à aile fixe, il faut bien définir les paramètres suivants. Premièrement, la superficie que l'on souhaite cartographier, qui est beaucoup plus importante pour le drone à aile fixe.
Deuxièmement, la hauteur de vol, qui peut être beaucoup plus basse pour le drone multirotor. Troisièmement, la résolution spatiale, de l'ordre du centimètre pour l'aile fixe et du millimètre pour le multirotor. Quatrièmement, l'endurance de vol, c'est-à-dire son autonomie, plus importante pour le drone à aile fixe, très limitée pour le multirotor. Cinquièmement, la résistance au vent, plus forte pour celui à aile fixe. Sixièmement, le type d'atterrissage et de décollage, verticaux pour les multirotors, plus complexes pour les ailes fixes, qui peuvent nécessiter d'une aire d'atterrissage et de décollage plus importante. Alors les drones aériens, c'est pas seulement une plateforme, donc c'est pas seulement un objet volant. Ils sont également équipés de ce qu'on appelle la charge utile. Donc la charge utile, ça peut être différents types d'objets. Sur les drones qui sont de type observateur, on pourra retrouver par exemple des capteurs comme des appareils photo ou des capteurs un peu plus développés. Mais on peut retrouver également d'autres types de charges utiles, comme par exemple sur les drones de sauvetage. On pourra les équiper par exemple d'une trousse de soins, ou alors des drones de sauvetage maritime, on pourra les équiper d'une bouée pour apporter rapidement en fait, de l'aide aux personnes en difficulté. Alors au niveau des capteurs qu'on peut placer sur un drone, il existe déjà deux catégories, les capteurs actifs et les capteurs passifs. Dans les capteurs actifs, on a tout ce qui est radar et lidar, donc c'est des capteurs qui envoient des ondes au sol et qui récupèrent la réponse des objets au niveau du sol par rapport à cette onde électromagnétique. Alors ensuite, les capteurs passifs, eux, capturent seulement les ondes du soleil qui sont réfléchies sur les objets au niveau du sol. En effet, chaque objet émet passivement ou activement de l'énergie sous forme d'un rayonnement électromagnétique à cause de l'agitation des particules chargées présentes dans la matière. Pour comprendre la télédétection, il faut savoir que le rayonnement électromagnétique a deux composantes, sa longueur d'onde et sa fréquence, qui sont inversement proportionnelles. Grâce à cette longueur d'onde, il est possible de classifier le rayonnement électromagnétique. Le spectre électromagnétique s'étend des courtes longueurs d'onde, rayons gamma et rayons X, aux grandes longueurs d'onde, comme le micro-ondes et les ondes radio. La télédétection utilise plusieurs régions du spectre électromagnétique. L'ultraviolet, le visible, l'infrarouge et les hyperfréquences. Chaque capteur sera calibré sur une région particulière, c'est ce qui fera sa spécificité. Il existe les capteurs panchromatiques, RGB, multispectraux et hyperspectraux. Dans les capteurs passifs, on a bien sûr ce qu'on connaît déjà via les appareils photo, c'est-à-dire dans le visible, mais il existe également d'autres capteurs qui permettent de capturer des ondes qui ne sont pas visibles à l'œil nu, de manière à obtenir de l'information plus nuancée. Donc on retrouve là-dedans par exemple les ondes thermiques, qui permettent de connaître la température des objets, mais également les ondes infrarouges ou moyennes infrarouges, qui permettent, eux, d'obtenir des informations sur l'activité chlorophyllienne d'un champ, par exemple. Et donc ces différentes valeurs d'ondes qu'on peut capturer permettent finalement d'obtenir des informations plus nuancées, des informations qui ne sont pas juste observables par des photos aériennes classiques, de manière à pouvoir faire une analyse plus poussée pour le géographe. Maintenant que vous avez compris l'importance du choix de la plateforme et du capteur embarqué, qu'est-ce que vous utiliseriez pour aider l'agriculteur ? Et pour quelles raisons ?